Ma sœur a dit, pas de fête cette année. L'argent se fait rare. J'ai acquiescé. Puis j'ai vu son Facebook, lumière de Digi, buffet traiteur, tour de champagne. Ma fille a demandé, il n'y avait pas de fête? J'ai pris une photo de l'enveloppe avec leur paiement de loyer à l'intérieur et j'ai envoyé, retour à l'expéditeur. 40 minutes plus tard, mon père m'appelait encore et encore. Je ne m'attendais pas à ce que cette année soit différente des autres. Normalement, ma sœur, Mélissa, organisait une immense fête pour les vacances. Son salon se transformait avec des guirlandes lumineuses, le comptoir de sa cuisine plié sous les plateaux de nourriture, et la musique était assez forte pour être entendue depuis l'allée. Les gens venaient de partout, des voisins, des collègues, des cousins éloignés qui ne semblaient apparaître que lorsque de l'alcool gratuit était en jeu. C'était chaotique, mais c'était la tradition. Alors, quand elle m'a appelé début décembre, la voix étrangement plate, pour dire qu'il n'y aurait pas de fête cette année, je l'ai à peine cru. Mais ensuite, elle a continué en expliquant que l'argent était plus serré que jamais, que ses heures de travail avaient été réduites, et que le loyer était de nouveau en retard. Elle semblait épuisée. Elle a même mentionné sauter les cadeaux pour ses enfants. Je lui ai dit que la fête n'avait pas d'importance, que seule la famille comptait. Mais après avoir raccroché, je ne pouvais pas m'arrêter de penser à ces mots. Mélissa avait fait de nombreux choix financiers discutables par le passé, mais la façon dont elle décrivait les choses cette fois, ça ne ressemblait pas seulement à une mauvaise planification. Ça sonnait désespéré. Je me suis assise à ma table de cuisine, fixant les factures que j'avais alignées pour le mois, sachant que j'avais un petit coussin dans mes économies. Ce n'était pas pour elle, mais la culpabilité a eu raison de moi. Je me suis dit qu'elle m'avait rendu service au fil des ans, que ce n'était que moi qui lui rendais l'appareil. Le lendemain matin, j'ai retiré l'argent, je l'ai mis dans une enveloppe et je l'ai conduit directement à son appartement. Elle a ouvert la porte en pantalon de survêtement, les cheveux en chignon désordonnés, et quand je lui ai tendu l'enveloppe, elle s'est figée une seconde avant de me serrer dans ses bras. Elle a dit que je n'avais aucune idée du poids que je venais de lui enlever des épaules. Je lui ai dit de simplement s'occuper de ses factures et de ne pas s'inquiéter de me rembourser tout de suite. Je suis parti avec le sentiment d'avoir fait la bonne chose, même si cela signifiait resserrer mon propre budget pour le mois suivant. Pendant un certain temps, rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Elle m'a envoyé quelques SMS pour me demander des nouvelles de ma fille et me souhaiter un joyeux Noël. Je supposais qu'elle passait les vacances tranquillement, comme elle l'avait dit. Puis, quelques jours après Noël, j'étais assise sur le canapé, ma fille construisant des tours de Lego à côté de moi, quand j'ai commencé à faire défiler Facebook. C'est là que je l'ai vue. Mélissa avait publié un album intitulé « Meilleure soirée de tous les temps ». La première photo m'a glacé, un mur de lumière de Digi clignotante, une tour de champagne qui devait coûter une fortune, des tables débordant de nourriture de traiteur. En arrière-plan, des gens riaient, dansaient et tenaient des verres. Tout le monde était habillé comme s'il s'agissait d'un gala chic du Nouvel An. J'ai cliqué sur les photos, incrédule, Mélissa dans une robe à paillettes, posant avec des amis devant une toile de fond décorée, le filigrane d'un photographe engagé dans le coin, des photos de gens se servant à un buffet qui semblait appartenir à un mariage. Il y avait au moins 50 invités, peut-être plus. Et moi, j'étais assise là, me souvenant qu'elle avait dit ne même pas pouvoir se permettre d'acheter des cadeaux à ses enfants. Je suis restée assise là, le pouce figé sur l'écran, faisant défiler photo après photo. La date sur l'album indiquait le 24 décembre, la veille de Noël, la nuit exacte où elle m'avait dit qu'elle serait à la maison avec les enfants, à faire du popcorn et à regarder des films parce qu'elle ne pouvait rien se permettre d'autre. Et la voilà, dans une robe scintillante, tenant une flûte de champagne dans une main, son autre bras drapé autour d'un homme que je ne reconnaissais pas. Derrière elle, des lumières colorées clignotaient sur les murs comme dans une boîte de nuit. Sur une autre photo, elle se penchait sur un buffet qui semblait sorti d'un hôtel 5 étoiles. Je n'arrivais pas à comprendre. Au début, je me suis dit qu'elle avait peut-être été invitée à la fête de quelqu'un d'autre. Mais ensuite, j'ai vu l'arrière-plan sur l'une des photos, son propre appartement. Même meuble, même décoration murale. Sauf que cette fois, le canapé avait été poussé contre le mur pour faire de la place à ce qui ressemblait à une piste de danse louée. J'ai senti mon estomac se nouer. Alors que je fixais encore les photos, ma fille s'est approchée, tenant une pièce de Lego dans une main. Elle a regardé l'écran, a penché la tête et a demandé, « Il n'y avait pas de fête cette année ?» Elle semblait plus confuse qu'autre chose. Je ne lui ai pas répondu tout de suite.
Cette petite question avait chassé le dernier doute de mon esprit. Elle ne m'avait pas seulement menti, elle avait tout manigancé, me faisant sentir que je devais intervenir pour la sauver. Et je l'avais fait. J'ai puisé plus de 1 000 € de mes économies, me disant que je l'empêchais de perdre son logement, alors qu'en réalité, elle utilisait cet argent pour régler ses factures afin de pouvoir dépenser le reste pour une tour de champagne et un DJ engagé. Je me suis levé, je suis allé dans le coin du salon où se trouvait mon sac et j'en ai sorti une grosse enveloppe. Elle me l'avait remise la veille, disant que c'était son loyer de janvier. Elle voulait que je la dépose au bureau de son propriétaire, car c'était de mon côté de la ville. J'avais prévu de le faire cet après-midi-là. Au lieu de ça, j'ai posé l'enveloppe à plat sur mon bureau, j'ai sorti mon téléphone et j'en ai pris une photo. Son nom et son adresse étaient écrits proprement sur le devant. J'ai joint la photo à un message, tapé 3 mots et appuyé sur envoyer, retour à l'expéditeur. J'ai reposé l'enveloppe, ressentant un étrange mélange de calme et de colère. Je ne criais pas. Je ne pestais pas. J'en avais juste fini. Pour la première fois depuis des années, je ne sautais pas pour arranger ses problèmes. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un SMS d'elle, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, un autre SMS, Amanda, ne fais pas ça maintenant. Toujours rien. Au bout d'une demi-heure, mon téléphone s'est allumé avec un appel de mon père. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, puis un autre, et encore un autre. Au 5e appel, je savais qu'elle était allée se plaindre à lui. Mon père n'était pas du genre à appeler à plusieurs reprises, sauf si quelque chose était urgent, mais la rapidité de ses appels me disait qu'elle lui avait déjà raconté une version de l'histoire où elle était la victime. Au 6e appel, j'ai répondu. Quand j'ai finalement répondu au 6e appel de mon père, il n'a pas perdu une seconde en bavardage. Il a demandé ce qui se passait entre Mélissa et moi, sa voix basse mais sèche, comme elle le devenait quand il était déjà plongé jusqu'au cou dans les problèmes de quelqu'un d'autre. Je lui ai tout raconté, comment Mélissa m'avait appelé plus tôt dans le mois, disant qu'elle ne pouvait pas payer le loyer, comment elle avait dépeint un tableau où elle était sur le point d'être expulsée, comment elle avait fait croire que Noël était pratiquement annulé pour ses enfants. Je lui ai dit comment j'avais retiré plus de 1 000 € de mes propres économies pour la dépanner, pensant que je lui assurais un toit au-dessus de la tête. Et puis, quelques jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et j'y ai trouvé un événement complet documenté, DJ, lumière clignotante, tour de champagne, photographe engagé, buffet traiteur, et au moins 50 personnes entassées dans son appartement. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil, mais il ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, il y a eu une pause, puis il a dit doucement qu'il me croyait. Il a admis que Mélissa avait une fâcheuse tendance pas seulement avec moi, mais avec d'autres personnes à exagérer la vérité quand elle avait besoin de quelque chose, et à faire paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. Ça m'a décontenancé. Mon père ne prenait presque jamais parti, surtout pas contre elle. D'habitude, il était le gestionnaire de crise de la famille, aplanissant les choses pour que tout le monde reste en bons termes. Mais cette fois, il a vraiment dit qu'elle était allée trop loin. Puis il m'a demandé d'apporter quand même le paiement du loyer à son propriétaire. Il a dit que peu importe ce qui s'était passé, s'assurer qu'elle ait un logement était la priorité. Je lui ai dit que je ne le ferais pas. Si Mélissa voulait que son loyer soit livré, elle pouvait prendre sa voiture et le conduire elle-même. Je n'allais pas faire ses courses après qu'elle m'ait menti. C'est alors que ma mère a commencé à appeler. Ses premiers mots n'étaient pas des questions, c'étaient des accusations. Elle m'a dit que je surréagissais, que j'avais humilié ma sœur en faisant une scène pour quelque chose qui n'était pas si grave. Elle a dit que la fête n'était pas vraiment la sienne, que des amis avaient participé et payé la plupart des frais, et que je faisais paraître les choses pires qu'elles ne l'étaient. Je lui ai rappelé que j'avais vu les photos. J'avais vu la tour de champagne, la cabine du DJ et le traiteur coûteux. Elle a essayé de minimiser cela en disant que Mélissa se défoulait après une année stressante. Dans l'après-midi, mon téléphone était un flux constant de messages entrants. Mélissa alternait entre des diatribes défensives et des tentatives de culpabilisation, un SMS disant que je ne comprenais pas, le suivant disant que j'avais ruiné sa réputation auprès de la famille. Ma mère en a rajouté avec des rappels sur la façon dont la famille est censée rester unie. Mon père continuait de me dire de simplement déposer le loyer pour que tout soit terminé. Mais quelque chose en moi avait cédé. J'ai réalisé qu'à chaque fois qu'elle avait fait quelque chose de ce genre par le passé, j'avais cédé. Je me disais que maintenir la paix en valait la peine. Et nous y revoilà,
elle organisant une fête pendant que je stressais pour savoir comment couvrir mes propres factures après l'avoir dépannée. Alors, j'ai tenu bon. J'ai dit à mon père que l'enveloppe resterait avec moi jusqu'à ce que Mélissa vienne la chercher elle-même. Si elle voulait que son loyer soit payé, elle pouvait s'en occuper comme une adulte. Le lendemain matin était étrangement calme. Pas de téléphone vibrant sur la table de nuit, pas d'alerte de messagerie vocale, pas de barrage de SMS me disant que j'étais sans cœur. J'ai bu mon café dans un silence complet, me demandant s'ils avaient finalement décidé de me laisser tranquille. À midi, je m'étais presque convaincu que toute l'affaire s'était tassée. Puis on a frappé à la porte. Pas le genre de coup rapide et impatient, mais 2 coups lents et une pause, le genre qui vous fait hésiter avant de répondre. Quand j'ai ouvert, Mélissa était là. Pas de robe de soirée à paillettes cette fois. Pas de maquillage parfait. Elle avait l'air de sortir du lit, sweatshirt, chignon désordonné, visage pâle. Elle ne m'a pas salué. N'a pas demandé si elle pouvait entrer. Elle a juste dit qu'elle était là pour l'enveloppe. Je lui ai dit que je ne l'avais plus. Elle a froncé les sourcils comme si elle pensait que je me moquais d'elle. J'ai expliqué qu'après les appels incessants de tout le monde, j'avais décidé de ne plus être l'intermédiaire. Je la lui avais renvoyée par la poste à son adresse la nuit dernière en recommandé, avec accusé de réception. J'avais même gardé le bordereau de suivi dans mon portefeuille. Son visage est devenu vide. Puis elle a commencé à marmonner que j'avais rendu les choses plus difficiles qu'elles ne devaient l'être. J'ai dit non, c'est elle qui avait rendu les choses plus difficiles quand elle m'avait menti et utilisé mon argent pour financer une fête dont elle se vantait en ligne. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que je n'avais pas vu venir. Au lieu de se défendre, elle a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler, son pouce se déplaçant rapidement. Puis elle a tenu l'écran vers moi, et je me suis figé. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe entre elle, ma mère et quelques-uns de ses amis. Les messages dataient de 2 semaines plus tôt, le lendemain du jour où je lui avais donné l'argent du loyer. Une de ses amies avait demandé si elle annulait vraiment la fête cette année, et elle avait répondu « non ». Amanda paie mon loyer ce mois-ci, alors on peut y aller à fond. Puis suivait une série d'émojis qui rient. Ma mère avait ajouté « elle ne le découvrira même pas ». Elle ne consulte jamais Facebook. Ce n'était pas seulement les mots. C'était le ton désinvolte, la façon dont ils parlaient de moi comme si j'étais une idiote crédule qui n'existait que pour régler leurs problèmes. Je pouvais sentir mon pouls dans mes oreilles. Je lui ai rendu son téléphone sans rien dire au début. Puis je lui ai dit que la prochaine fois qu'elle aurait besoin d'aide, elle pourrait montrer cette conversation de groupe à son petit public et voir lequel d'entre eux voudrait se manifester. Elle a essayé de dire que ce n'était qu'une blague, qu'il n'était pas sérieux, mais c'était trop tard. La moindre parcelle de culpabilité que je ressentais encore de ne pas l'aider avait disparu. Je lui ai dit que j'en avais fini, complètement fini, et j'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse répondre. Je pensais que c'était tout. Je pensais que je venais de couper les ponts avec elle, et qu'elle finirait par se lasser d'essayer de me faire revenir. Mais 2 jours plus tard, je suis entré au travail et j'ai trouvé mon père assis dans la salle de pause à m'attendre, ce qui n'avait aucun sens car mon père ne s'était jamais montré à mon travail. Et l'expression de son visage me disait que j'étais sur le point de découvrir pourquoi. Quand je suis entré dans la salle de pause et que j'ai vu mon père assis seul à la table du coin, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Il n'est pas du genre à passer pour une visite surprise, et certainement pas au milieu de ma journée de travail. Il était juste assis là, les mains jointes, fixant la table comme s'il avait ressassé la même pensée pendant des heures. Dès que je suis entré, il s'est levé et a dit « Nous devions parler quelque part en privé ». Pas de bavardage, pas de sourire. Je l'ai suivi jusqu'au parking, la poitrine serrée, me préparant déjà à ce qui allait suivre. Nous nous sommes arrêtés près de son camion, assez loin du bâtiment pour que personne ne puisse nous entendre. Il s'est tourné vers moi, et avant même que je puisse dire quoi que ce soit, il a dit que Mélissa lui avait raconté que j'avais renvoyé l'argent de son loyer par dépit, et que maintenant elle était sur le point d'être expulsée. J'ai failli rire de la façon dont elle avait retourné l'histoire, mais à la place, j'ai tout exposé, de son appel téléphonique larmoyant sur son incapacité à payer le loyer, aux photos de la fête sur Facebook, jusqu'à la conversation de groupe où elle et ma mère plaisantaient sur le fait que je payais ses factures pour qu'elle puisse y aller à fond. Je m'attendais à ce qu'il soit furieux contre elle, mais au lieu de cela, ses épaules se sont affaissées comme si ce n'était pas une nouveauté pour lui. Et puis il m'a dit quelque chose auquel je n'étais pas préparé, ce n'était pas la première fois. Au cours des dernières années,
Mélissa avait fait la même chose à d'autres membres de la famille, empruntant pour le loyer puis utilisant l'argent pour des vacances, des virées shopping et des fêtes. Certains parents avaient déjà complètement coupé les ponts avec elle. Il a dit qu'il l'avait prévenue plus d'une fois, mais elle avait toujours une nouvelle excuse, et quelqu'un finissait toujours par céder. Quand j'ai demandé pourquoi personne ne m'avait prévenu, il a dit qu'il ne voulait pas créer une plus grande rupture dans la famille. Cette réponse m'a frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Il m'avait laissé croire que j'aidais quelqu'un dans le besoin, tout en sachant qu'elle dépenserait probablement l'argent pour quelque chose d'égoïste. Puis il a hésité avant de me dire la partie qui m'a retourné l'estomac. Ma mère était au courant de la fête des semaines avant qu'elle n'ait lieu. Elle avait même aidé Mélissa à en planifier une partie, décoration, suggestion de plats, invitation de certains parents. Elle était dans le coup depuis le début, même pendant que je retirais de l'argent de mes économies pour sauver Mélissa d'une expulsion. Soudain, sa défense acharnée de Mélissa prenait tout son sens. Elle ne la couvrait pas seulement, elle était complice. Je suis resté là, dans le parking, essayant de comprendre le fait que deux des personnes en qui je pensais avoir le plus confiance dans la famille m'avaient joué. Mon père a dit qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'elles avaient fait, mais il voulait que je laisse tomber pour que ça ne s'envenime pas. Je lui ai dit que c'était déjà le cas. Il avait l'air de vouloir en dire plus, mais ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a juste soupiré, est monté dans son camion et est parti. Je suis resté là 1 minute avant de retourner à l'intérieur, et ça m'a frappé. Je n'en avais pas seulement fini avec Mélissa. J'en avais fini de laisser ma mère avoir le moindre mot à dire sur ma loyauté ou mon portefeuille, et mon prochain geste allait le prouver. Ce soir-là, après que ma fille se soit couchée, je me suis assise à la table de la cuisine, fixant le reçu de la lettre recommandée du bureau de poste. D'après le suivi, Mélissa avait signé pour l'enveloppe à 15h14 cet après-midi-là. Son problème était officiellement de retour entre ses mains, exactement là où il devait être. Pour la première fois depuis des semaines, je me sentais stable. Pas heureuse, mais stable. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la conversation de groupe familial et tapé un dernier message. Pas d'explication, pas d'excuses, juste des faits. À l'avenir, je ne prête pas d'argent, je ne livre pas d'argent et je ne m'occupe des factures de personne dans cette famille. Si vous avez besoin d'aide, débrouillez-vous. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine. La réaction a été immédiate. Ma mère a répondu la première, envoyant un flot de SMS sur le fait que je surréagissais et que je faisais souffrir toute la famille pour une erreur. Elle n'arrêtait pas d'appeler ça un malentendu, comme si j'avais simplement confondu la date de la fête ou mal compris l'histoire larmoyante de Mélissa sur le loyer. Mélissa a ensuite pris le relais. Son premier SMS disait que j'étais dramatique, suivi d'un plus long sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser et que je devrais simplement laisser tomber parce que ça ne valait pas la peine de perdre sa famille. Puis est venue une pique disant que mon attitude de Sainte-Nitouche était la raison pour laquelle les gens ne venaient pas me voir pour s'amuser. Je n'ai répondu à aucune d'elles. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans aucun nouveau message. Ce silence s'est étiré sur des jours. Je suis resté complètement à l'écart de Facebook, je n'allais pas leur donner la satisfaction de se demander si je les observais. À la fin de la semaine, ma cousine m'a envoyé un SMS à l'improviste. Elle a dit que Mélissa avait appelé un peu partout pour demander des prêts à court terme pour couvrir son loyer et ses charges. Aucun des amis qui avaient aidé à financer la fête ne lui avait offert un centime. Apparemment, Mélissa avait même essayé de culpabiliser un de nos oncles pour qu'il l'aide, mais il avait entendu ma version des faits et lui avait dit non. C'était mesquin, mais je ne vais pas mentir, il y avait une sombre satisfaction à savoir qu'elle était enfin à court de bouées de sauvetage. Ma mère, d'un autre côté, a choisi de faire comme si de rien n'était. Elle a commencé à appeler juste pour prendre des nouvelles de sa petite fille et glisser de petites allusions sur le fait que les vacances seront là avant qu'on ne s'en rende compte, comme si cela allait effacer tout par magie. Je n'ai jamais mordu à l'hameçon. Si elle voulait une réunion de famille parfaite, elle devrait l'organiser sans moi. Et mon père, il est resté silencieux. Il a appelé quelques fois, a demandé comment allait le travail, comment allait ma fille, mais n'a jamais mentionné Mélissa ou l'argent du loyer à nouveau. Je pense qu'il savait que cette porte était fermée. C'est étrange de voir à quelle vitesse une limite change tout. Je pensais que la loyauté familiale signifiait ravaler ma colère, laisser passer les choses et être celle qui aplanissait les tensions. Maintenant, je vois ce que c'était, laisser les gens me traiter comme un plan de secours. Mélissa n'a pas seulement perdu mon argent, elle a perdu ma confiance, mon temps et ma volonté d'être son filet de sécurité. Et la vérité,
c'est que ces choses valaient plus que l'enveloppe que j'ai renvoyée. J'avais gardé mes distances avec Mélissa et ma mère complètement. Pas de SMS, pas de nouvelles informelles, rien. Mon père et moi parlions encore, mais seulement de choses neutres, ma fille, le travail, le temps qu'il faisait. Il n'a jamais essayé de combler le fossé, et honnêtement, j'en étais reconnaissante. Puis, de nulle part, j'ai reçu un email de Mélissa. Pas un SMS, pas un appel, un email. L'objet était juste, s'il te plaît, lis. C'était une longue excuse décousue sur le fait qu'elle n'avait pas réalisé à quel point la fête me blesserait, qu'elle avait été éprise dans le moment, et qu'elle voulait que nous repartions à zéro. Elle a même ajouté qu'elle mettait enfin de l'ordre dans ses finances et essayait de changer. Mais à mi-chemin, le ton a changé. Elle a mentionné que son propriétaire avait augmenté son loyer, que les temps étaient de nouveau durs, et qu'elle détestait demander « Mais pourrais-tu m'aider juste pour ce mois-ci » J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de taper ma réponse. Elle ne contenait que 3 phrases, « Je suis contente que tu essaies de changer. J'espère que tu trouveras une solution. » Mais ma réponse est non. J'ai cliqué sur envoyer, fermé l'ordinateur portable et ressenti un étrange sentiment de soulagement. La leçon de tout cela était laide mais nécessaire. Parfois, les personnes que vous pensez aider ne font qu'apprendre jusqu'où elles peuvent vous pousser. Et une fois que vous leur retirez leur filet de sécurité, soit elles apprennent à se débrouiller seules, soit elles tombent. Mélissa avait déjà fait son choix. Des semaines ont passé. Ma mère a fait quelques autres tentatives pour me ramener dans le giron, mais je suis resté ferme. Plus d'argent, plus de courses, plus de faux-semblants. Ma fille a aussi remarqué le calme. Un soir, elle a demandé pourquoi nous n'étions pas allés chez tante Mélissa depuis un moment. Je lui ai dit simplement, parce que parfois, même la famille ne te traite pas bien. Et quand ça arrive, tu dois te protéger. Elle a hoché la tête, son petit visage sérieux, comme si elle comprenait plus que je ne le pensais. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. L'exemple que je lui donnais comptait plus que de maintenir l'illusion de la paix familiale. Je ne me dressais pas seulement contre Mélissa, j'enseignais à ma fille que sa gentillesse n'était pas une ressource à exploiter, que ses limites comptaient, et que l'amour sans respect n'était pas du tout de l'amour. Et aussi difficile que cela ait été, cette pensée m'a rendu fier. Parce que pour une fois, je n'avais pas simplement ravalé ma colère et joué le rôle de celle qui arrange tout. Pour une fois, je m'étais choisi. Et je savais que je ne le regretterais pas. Les mois qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'avais prévu. Plus d'appels frénétiques à minuit. Plus de SMS mêlant demi-vérité et culpabilisation. Le silence m'a semblé lourd au début, mais il est ensuite devenu libérateur. Pour une fois, mes journées n'étaient pas assombries par la prochaine crise de Mélissa. Mon père a gardé ses distances par rapport à toute la situation. Quand nous parlions, ses mots étaient prudents, comme s'il marchait sur une corde raide entre nous deux. Il ne m'a jamais poussé à me réconcilier, mais parfois je percevais des soupirs dans sa voix, ce qui laissait deviner à quel point cela le blessait de voir sa famille fracturée. J'avais de la peine pour lui, mais je n'allais pas revenir en arrière. Ma mère, cependant, n'était pas aussi subtile. Elle a essayé différentes tactiques, appelé pour des recettes, prétendre qu'elle avait oublié la taille des vêtements de ma fille, et même déposer de petites offrandes de paix sur mon porche. À chaque fois, je suis resté poli mais ferme. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Je n'ai pas rouvert la porte qu'elle avait contribué à claquer. Un soir, après une journée particulièrement longue au travail, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Pas un email, pas un SMS, une lettre manuscrite avec l'écriture désordonnée et reconnaissable de Mélissa. Contre toute attente, je l'ai ouverte. Elle commençait comme tant de ses autres messages, dégoulinant d'excuses et de déclarations de changement, mais ensuite elle a pivoté comme ses mots le faisaient toujours. Elle disait que les choses étaient insupportables, que ses enfants ne méritaient pas de souffrir à cause des erreurs qu'elle avait commises, qu'elle me suppliait, sa sœur, d'intervenir juste cette dernière fois. J'ai posé la lettre et l'ai fixée pendant un long moment. Puis je l'ai apportée à la déchiqueteuse, la faisant passer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des bandes de papier. Ma fille observait depuis le seuil de la porte et m'a demandé pourquoi je ne répondais pas. Je lui ai dit la vérité, parce que quand quelqu'un te montre qui il est, tu dois le croire. Et Mélissa me l'a montré, encore et encore. La déchiqueteuse a ronronné jusqu'à ce que la lettre ait disparu, et avec elle, j'ai senti une autre couche de culpabilité se détacher. Les semaines se sont transformées en mois. Mélissa a finalement cessé de me contacter directement,
mais des nouvelles d'elle me parvenaient encore par des cousins et de vieux amis. Elle avait brûlé presque tous les ponts. Les mêmes personnes qui avaient trinqué au champagne dans son salon évitaient maintenant ses appels. Les mêmes amis qui avaient ri dans cette conversation de groupe n'avaient pas d'argent à lui prêter quand elle en avait besoin. Il y avait une ironie amère là-dedans. Elle avait exhibé sa trahison en ligne pour que le monde entier la voie, mais quand la musique s'est arrêtée et que les factures sont arrivées, personne ne s'est aligné pour la renflouer. Pour la première fois, je ne faisais pas partie de ce cycle. J'avais coupé le cordon, et bien que les retombées aient été désordonnées, je me sentais enfin libre. Les vacances sont revenues, et avec elles les SMS familiers de ma mère. Elle a essayé d'arrondir les angles, agissant comme si de rien n'était. Elle a demandé si je viendrais dîner, si j'amènerais ma fille voir ses cousins. J'ai répondu simplement, pas cette année. Ça m'a fait mal d'écrire ces mots, mais c'était nécessaire. Ma fille et moi avons commencé nos propres traditions. Nous avons fait des biscuits en pyjama, regardé des films jusqu'à minuit, allumé des bougies et joué à des jeux de société sur le sol du salon. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à nous. Et la joie dans ses yeux m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne lui avais pas enlevé quelque chose, je lui avais donné quelque chose de plus fort, la stabilité. Mon père a appelé ce soir-là. Il ne m'a pas demandé de passer, il a juste dit qu'il espérait que nous passions une bonne soirée. Sa voix était calme, presque lasse, mais il y avait aussi du respect dedans. Comme s'il comprenait que la limite que j'avais tracée n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Au printemps, la situation de Mélissa s'est aggravée. Elle a perdu son appartement. Ma cousine m'a dit qu'elle avait emménagé temporairement chez une amie. Une partie de moi s'attendait à un autre message désespéré, un autre appel à l'aide pour que j'intervienne. Mais aucun n'est venu. Peut-être qu'elle connaissait déjà ma réponse. Peut-être qu'elle avait enfin réalisé que le filet de sécurité avait disparu. Et pourtant, même si les mois passaient, je ne pouvais pas me défaire des mots de cette conversation de groupe, le ton moqueur, les émojis qui rient, le message de ma propre mère. Elle ne le découvrira même pas. Elle ne consulte jamais Facebook. C'était la blessure la plus profonde. Pas la trahison de Mélissa, je l'avais vue venir, mais celle de ma mère. Désinvolte et négligente, comme si je n'étais qu'un pion dans leur jeu. J'ai cessé de répondre à la plupart de ses appels. Quand je le faisais, je gardais la conversation courte, neutre, superficielle. Je ne pouvais pas me résoudre à oublier, et je n'étais pas sûr de le pouvoir un jour. Un soir, assise sur le porche alors que le soleil déclinait, ma fille s'est blottie contre moi et a demandé doucement, « Tu es en colère contre mamie et tante Mélissa pour toujours ?» J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. « Je ne suis pas en colère pour toujours, » ai-je dit. Mais j'ai appris qu'être de la même famille ne donne pas à quelqu'un le droit de te faire du mal encore et encore. L'amour doit s'accompagner de respect. Sans ça, ce ne sont que des mots. Elle s'est appuyée contre moi, silencieuse, pensive. Et dans ce silence, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Je ne me protégeais pas seulement, je lui enseignais. Je lui enseignais qu'elle n'aurait jamais à accepter d'être maltraitée simplement parce que cela venait envelopper dans le mot famille. Le temps a passé. Les saisons ont changé. La douleur s'est estompée mais n'a jamais complètement disparu. Pourtant, la distance m'a donné quelque chose dont je n'avais pas réalisé que j'avais tant besoin, de l'espace pour respirer, de l'espace pour vivre ma propre vie sans être enchaîné au chaos de Mélissa. Et quand les vacances suivantes sont arrivées, je ne les ai pas redoutées. Je ne me suis pas demandé quel stratagème elle aurait imaginé ou quel chantage affectif ma mère lancerait. Au lieu de cela, j'attendais avec impatience les moments de calme avec ma fille, les rires qui n'étaient pas teintés de trahison, et la certitude que je m'étais enfin libéré. Mélissa a peut-être perdu un filet de sécurité, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, la force de dire enfin non.